Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre et nous regarder chaque matinée dans l'émission Bonjour d'Algérie. Nous sommes ensemble comme chaque dimanche, lundi et bien sûr toute la semaine, bien entendu. Pour ma part, c'est donc le dimanche et lundi avec nous et avec nos chroniqueurs. Aujourd'hui, une est absente. On la salue, c'est Samira, mais bon, Djaoudet est avec nous. Heureusement, donc Djaoudet, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Très bien, on va parler donc d'actualité culturelle, donc ce qui a marqué la semaine. Voilà. Et aussi, on parlera aussi des personnes qui nous ont quittés, évoquées. Tout à fait. Donc, on va parler donc de l'agenda culturel dans un tout petit moment avec toi, Djaoudet. Et puis aussi, on aura le plaisir de recevoir donc le directeur du centre culturel de Djem Al Jazair pour nous parler donc des activités donc de la mosquée, de la grande mosquée d'Alger, avec tout ce qui a donc eu lieu comme activité culturelle au sein donc de ce centre culturel. Nous aurons le plaisir de recevoir le docteur Yassine Benabid sur notre plateau. Nous parlerons également de la santé donc de nos yeux, bien sûr, et surtout cette pathologie, le glaucome. C'est une maladie silencieuse en tout cas qui fait peur et malheureusement donc ça entraîne une cécité à long terme. Nous aurons à développer tout cela à travers donc la présence donc du professeur du docteur Siham Nazrak qui est président de la Société algérienne du glaucome, et toute une semaine est consacrée à la prévention donc de cette pathologie. Bien sûr, on y reviendra à travers les différents lieux qui seront animés à cet effet. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. On va commencer tout de suite avec l'agenda culturel. La chanson, allez, on va commencer avec la chanson tout de suite. Non, on va commencer avec l'agenda culturel et bien sûr le jingle tout de suite. Djaoudet, bonjour. Bonjour. Heureux. Comment ça va? Ça va, oui. T'es en forme ce matin? Vitesse de croisière, oui. On peut dire ça. On te reconnaît aujourd'hui? Un peu plus, apparemment, oui. Entre la chronique de Bonjour d'Algérie, ouais. Entre ton rôle au cinéma aussi, c'est... Oui, non, c'est agréable. C'est intéressant, ça flatte l'ego. Ça flatte l'ego, oui. Non, si vous faites plaisir aux gens, les gens vous le rendent bien, donc voilà, je pense que c'est ça. C'est très bien. En tout cas, on connaît notre ami Djaoudet Gessouma à travers ses écrits, à travers l'auteur, à travers l'artiste peintre et le comédien aujourd'hui. Hein. C'est une autre discipline, mais en tout cas. à cette passion. Voilà, et tant mieux. Et on profite aussi du chroniqueur parce que quand on dit homme de culture, il est là, il est bien là. Il va nous retracer un petit peu toutes les grandes lignes qui existent en ce moment à travers donc Ramadan et toutes les activités, bien entendu, qui marquent ces sorties ramadanesques. Mais avant, il y a aussi malheureusement des personnes qui nous ont quittés un peu trop tôt, qui ont marqué la scène culturelle algérienne. On va commencer par... oui, d'abord par Abdelghani Mahdaoui. Une figure de la télévision. Une figure de la télévision. Et de la radio algérienne. Et de la radio algérienne, et une figure de la culture aussi. Oui. On appelait le gentleman de la télévision. Et donc, il est issu d'une grande... C'est un des pionniers de la télé algérienne qui avait pris en charge, si vous voulez, dès la récupération de la souveraineté de la télévision et radio algérienne. Il a été parmi les premiers qui ont pris en charge cette télévision et cette radio pour en faire une radio algérienne. Et puis, c'est donc un des pionniers qui nous a quittés en semaine passée. Et voilà, il est issu d'une grande famille sportive. Et Mahdaoui, on connaît Saïd Mahdaoui. Voilà, c'est son neveu. Oui, c'est son neveu. Et voilà, l'entraîneur Mahdaoui, il est issu d'une grande famille de sportifs et de culture. Et puis il y a aussi Mohamed Aouadi, qui était directeur de Radio Coran, un grand homme de culture. Notre collègue de la télévision, donc la télé nous a informé, le PTV nous a informé de sa disparition. Et aussi qui a beaucoup formé. Le directeur de l'information, de culture, voilà, qui a beaucoup formé les générations de journalistes aussi. Donc il y a aussi M. Hamouche de l'Épicariculture, grand animateur culturel, c'est-à-dire... Il était très présent sur nos plateaux, il répondait toujours présent. Quand disponible aussi, très disponible, et puis c'est-à-dire ouvert à toutes les initiatives. Il a énormément fait pour la culture.
4 personnes fondamentales qui nous ont quittés un peu avant le Ramadan et lors de ce Ramadan. Donc voilà, on présente nos condoléances, toutes nos condoléances à leurs familles, leurs proches, et voilà, et ils nous manqueront, voilà. Et puis là, il y a une histoire juste pour clore le chapitre un peu triste de cette chronique. Imaginez, l'histoire commence comme ça, c'est-à-dire un soir, c'était le samedi dernier, au crépuscule, le Maghreb vient de et une procession qui rentre dans un cimetière à Ben Aknoun. Et cette procession se dirige vers un centre lumineux comme ça au fond du cimetière. Et là, il y a des projecteurs de cinéma, des quartz et tout, et des équipes de cinéma qui éclairent une tombe, et c'est Anis Jahad. Qui nous a quittés mercredi dernier, réalisateur de cinéma, jeune talent, vraiment un des exemples du renouveau du cinéma algérien. Oui, tout à fait. Avec une vision très claire. Donc né en 1974, le 26 avril 1974. Personnage issu aussi d'une grande famille. Son père, Abdelkrim, grand journaliste. Très belle plume. Très belle plume. Et il a hérité, lui, de cette plume, parce qu'il était journaliste à l'international, donc il avait d'excellentes analyses sur l'international, dans des journaux comme le Soir d'Algérie, sur les médias, La Tribune, même l'Horizon. Il faisait des portraits excellents. Il a fait un portrait de Maryam Mechkan, la comédienne, qui était vraiment excellent. Il a beaucoup écrit. Il a écrit Le Matin parisien, L'odeur du violon, qui a été ensuite transformé. Lui, ses romans étaient... Enfin, il a écrit 2 romans, mais c'était vraiment des nouvelles. Et c'était transformé vraiment en nouvelles et en scénario, d'ailleurs. Voilà. L'écriture scénaristique était son fort. Et puis il a fait des films, il a fait beaucoup de films. Donc on a le Hublot, Passage à niveau, Le Voyage de Kulthum, The Night of Abed, La vie d'après, et Land of Revenge qui était son dernier. Là, il venait d'avoir une subvention pour un nouveau film. Et voilà, nous en sommes à en parler de sa disparition la maladie le mercredi dernier. Il a eu un problème de cœur et après, voilà, donc une infection nosocomiale. Donc il a été rapatrié le samedi dernier. Cet enterrement s'est fait justement au Maghreb, devant une foule de réalisateurs, qui ont travaillé musiciens, avec lui, qui l'ont respecté. Voilà, qui l'ont accompagné de son vivant et qui était vraiment ému. C'était vraiment une atmosphère très chargée. Et, mais en même temps, je ne sais pas, une sorte de bienveillance comme ça, s'en est allé comme ça, tranquillement, comme il était. Voilà, c'était vraiment un hommage. Et voilà, donc lui, il était caractérisé par un cinéma un peu à la japonaise, un peu à l'iranienne, c'était un mix de tout ça. Il avait de grandes ambitions et il faisait d'excellents films où il faisait vraiment l'éloge de la lenteur, de la réflexion, de la contemplation dans son cinéma qui était très réaliste. Donc toutes les questions de femmes, les questions sociales, les questions existentielles, dramatiques, tout ça, ça faisait un mix et faisait d'excellentes images d'ailleurs. Il avait d'excellents directeurs photo. Les sons, il faisait beaucoup de choses très réalistes, c'est-à-dire qu'il avait très peu de plages musicales dans ses films. Et il faisait un cinéma très réaliste où le son naturel était partie intégrante de son film, le son d'ambiance. Donc une image très léchée et un jeu dramatique à la limite du théâtral.
c'était vraiment des choses... Il a été bercé par la culture, il a été aussi imprégné donc, du vécu algérien avec bien sûr les événements qui ont marqué donc, l'Algérie à travers bien sûr la plume de son père et tout ce qui entourait cette beaucoup de réflexions. J'ai travaillé avec lui sur un quotidien que son père avait créé à un certain moment, après rupture. Après rupture. Nouvelle actualité. Et il avait une opinion vraiment très très mature pour son âge. On avait l'impression d'être devant une personne très âgée quand il parlait, mais en même temps avec un humour corrosif. J'imagine. Donc Anis Djahad, salut. Voilà. À bientôt. Voilà. À d'autres de reprendre le flambeau. Voilà, à d'autres de reprendre le flambeau. Là, encore une fois, on va s'intéresser à l'architecture. Et là, on va revenir sur l'architecture avec une expérience un peu particulière. C'est une conférence de Kamel Wafi qui s'appelle Builders. Et le guest speaker, c'est-à-dire l'invité, c'est Kamel Wafi, qui est un immense paysagiste algérien. Donc, il va nous proposer un voyage à travers les cultures et les arabesques paysagères, toutes les circonvolutions de la ville, avec en prime un film sur la ville d'Alger, mais ça se passe sur LinkedIn. Donc, les gens peuvent s'enregistrer. Et participer à cette immense conférence de Kamel Wafi qui va nous parler de la ville, de ses circonvolutions. Lui, il appelle ça arabesque, donc c'est très très poétique. Et Kamel Wafi est un excellent conteur, donc je pense que la ville va prendre une nouvelle forme à travers son discours, parce qu'il est considéré comme sculpteur. Il fait des paysages, c'est-à-dire il compose des paysages, il les dessine dans le monde entier. Et quand vous lui parlez de ses influences, il va vous dire c'est juste ma mère qui m'a influencé puisqu'elle avait la main verte à Batna, elle faisait le jardin, les jardins, voilà, les jardins, les couleurs. Elle savait composer tout ça et voilà. Donc c'est un bel hommage à sa maman. Et de l'humanisme à tout va. Exactement. Voilà, une leçon d'humanité excellente. Tout à fait. Et puis on va revenir encore au cinéma. Aujourd'hui, apparemment, le cinéma et la femme est à l'honneur. Et la femme, voilà, sont à l'honneur. Donc le court métrage, là c'est le CNC, pas très loin de la Bibliothèque nationale. Donc c'est un petit coin creux, donc il faut le repérer pour ceux qui veulent y aller. Il y a donc des journées portes ouvertes, si vous voulez, une fois par semaine au CNC. Du Télémili devant la Bibliothèque nationale, et c'est spécialement consacré au court-métrage. Donc il y a beaucoup de débats, il y a des réalisateurs, écrivains et jeunes réalisateurs spécialement. C'est très intéressant. Qui sont là, voilà. Et il y a beaucoup de films. Là, cette semaine, donc, il y a eu la semaine du court-métrage féminin. Et donc, avec beaucoup de jeunes réalisatrices qui ont participé. Donc, c'est une excellente initiative par le CNC. Voilà, donc ils organisent un peu ce ciné-club avec des débats et tout. Là aussi, donc, on revient aussi, on va aller faire un petit tour du côté de la littérature pour la 8e édition du prix Yassi Adjbar. Alors, dernièrement, on avait annoncé le prix Mohamed Dib, donc il n'y a pas de redondance. D'accord. Voilà, donc là, c'est la 8e édition et le jury a été connu pour le grand prix Yassi Adjbar. Et le jury qui a été présenté avec Leila Hamoutan, Maïssa Baye, Hassan Marish, le poète, Hakim Miloud aussi qui préside ce jury, Mariam Gamache, donc vraiment un jury assez intéressant. Des plumes avérées. Voilà. Ils n'auront pas le prix puisqu'ils sont dans le jury. Voilà, on les voit. Mais voilà. Et le poète Marish aussi, qu'on a l'habitude de recevoir. Un être exubérant, formidable, productif, prolifique. Très productif. Hakim Miloud aussi, Hakim Miloud, donc qui est aussi très très connu, très actif. C'est un jury très sympathique, donc les gens présentent leurs travaux en langue arabe, en tamazight et en langue française, voilà, et donc ils sont les bienvenus. Ils ont encore le temps de présenter des travaux. Oui.
Et le prix sera décerné en juillet prochain. Voilà. Très bien. Voilà. Donc, en gros, voilà. Il y a aussi une soirée, mais elle est un peu spécifique, puisqu'il faut s'inscrire. D'accord. Donc, c'est à Caravanserai, la galerie Très belle galerie, du côté de Très belle l'Achour. galerie du côté de l'Achour, de Ouadromman. Oui. Et voilà, donc très belle soirée le 13 mai, il faut s'inscrire. Donc voilà, et beaucoup de musique, beaucoup de il y aura de l'ambiance aussi, de l'ambiance. En tout cas, il y a des Sinon, activités un petit peu partout, le théâtre, un peu partout en Algérie. Donc il y a l'Inchad, des pièces de théâtre, des comédies musicales à Oran, à Tougourt, à Ouergla, à La Rouat. Voilà, il y a tout un ensemble de... Il reste encore de beaux jours pour le Ramadan. Donc, entre Inchad, théâtre et musique, tout le monde a. Et puis, exposition de calligraphie, tout ça, même dans les musées. Voilà. Donc, voilà, le public aura tout le choix de faire. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Jawdet. Merci. On se retrouvera dès lundi prochain, Inch'Allah. Avec plaisir. En attendant, profite bien donc, de tes soirées. Et puis bon Ramadan encore une fois. Merci, bon Ramadan tout le monde. Et puis à très vite alors. Donc lundi prochain, on continue. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Samia Bouharou qui nous fait découvrir justement l'exposition sur la civilisation islamique à Jamaa Al-Jazair. On se retrouve juste après. Le musée de Jamaa Al-Jazair ouvrira ses portes aux visiteurs pendant le mois sacré du Ramadan à travers l'exposition des œuvres de grands maîtres et artisans en céramique, miniature, calligraphie, photographie, sculpture et autres. À savoir les œuvres de Samir Jamaa, Hedawi, Adjaoud, Kour et d'autres noms qui ont laissé leur empreinte. Donc, ces expositions rentrent dans les cadres des activités du musée de la civilisation islamique en Algérie, qui se situe dans le minaret, et c'est un musée qui s'inscrit en hauteur sur 15 étages. Donc c'est quelque chose d'unique par rapport au musée qu'on a au niveau national, même international. Je ne pense pas qu'il y ait un musée qui s'inscrit dans cette hauteur. Donc ce programme, il est riche, varié. Et bon, durant le mois de Ramadan, Inch'Allah, à partir de la première semaine, nous allons ouvrir juste après Salat al-Isha, entre Salat al-Isha et Tarawih, jusqu'à 11h, 11h30. Évidemment, il faut qu'ils s'inscrivent sur une plateforme, qu'ils les réservent. Et ensuite, on va les accueillir de l'entrée jusqu'à la fin des expositions. Les expositions préparées spécialement pour Ramadan sont réparties sur 7 étages. Les groupes de visiteurs seront accompagnés de guides pour une meilleure organisation, l'occasion de permettre au public de tout voir. On va retracer finalement l'histoire par des objets qu'on peut acquérir et aussi par un travail. Bien sûr, on va travailler beaucoup sur l'intelligence artificielle, sur les modes d'exposition, les modes qu'on retrouve dans les musées modernes, c'est-à-dire vous avez le mapping, vous avez les chambres immersives, vous avez le 3D, vous avez etc. Donc, toutes ces techniques seront mises à l'œuvre dans ces salles ici. Des représentations techniques de haute gamme seront au rendez-vous pour faire revivre l'art et le patrimoine islamique à travers des hommages à de grands maîtres, à l'exemple de Boudjema Al-Amli et Mohamed Ben Saïd Chérifi. Voilà, de retour sur notre plateau. En tout cas, c'est une occasion aussi donc, de voir Jamaa Al-Jazair avec ses différentes influences et surtout ses expositions, ses rendez-vous. Et bien aussi, ça a été aussi l'occasion de faire des visites nocturnes à travers, bien sûr, les activités de Jamaa Al-Jazair. Pour nous en parler, les activités du centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger, et bien avec nous, Monsieur Yassine Ben Habid. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue. Vous êtes le directeur du centre culturel de la Grande Mosquée d'Alger. Marhaba bik. Oui, يبارك فيك. Sahar Mdanek. الله يسلمك ربي يتقبل منا ومنكم. Inch'Allah. Vous êtes là donc depuis l'inauguration donc de la Grande Mosquée d'Alger. Vous êtes à la tête pratiquement. Vous êtes à la tête donc de ce centre culturel qui est un centre de rayonnement bien sûr pour la culture islamique. Vous recevez beaucoup de monde, c'est cela, j'imagine. Absolument. Chaque occasion.
Si vous préférez qu'on commence par cela, oui, évidemment qu'on reçoit beaucoup de monde, un monde vraiment diversifié, et dont les centres d'intérêt sont parfois distants les uns des autres, ce qui inclut par définition la vocation universelle du centre culturel de Jama' al-Jazair. Et de là, la vocation essentielle et la ligne, je dirais, éditoriale de Jama' al-Jazair en soi, qui se veut plus qu'une institution du fait religieux et du fait cultuel. Oui. C'est plus que ça, très loin de ça. Culturel, scientifique. Oui, absolument. Absolument. Éducatif aussi. Oui, beaucoup donc, de monde traverse cet édifice, qui est un édifice d'abord imposant, surtout, et qui rayonne dans la grande ville d'Alger aussi, et à travers l'Algérie entièrement. Oui, pas uniquement Alger et l'Algérie, oui. Jama' al-Jazair, en si peu de temps, je dirais, parce qu'il faut dire que le monde qui nous entoure a pris conscience de cette institution, et à travers cette institution de l'Algérie, dans le tard, je dirais. Donc, mais quand même, cette institution a eu l'élan qu'il faut pour s'étendre au-delà de la géographie. Oui, au-delà des frontières, tout à fait. Oui. Au-delà de la géographie, je pèse le mot, et qui est à même de dresser, plutôt d'élaborer un discours vraiment niveau, vraiment, je dirais, différent. C'est sur cela que je veux m'étaler, en ce sens que dans la conscience même universelle, le fait culturel et ses représentativités physiques ne vont pas toujours au-delà de ce qu'est un axe de foi, par exemple, pratiqué dans un endroit spécifique. Oui. Avec Jama' al-Jazair, c'est très différent. On est en ligne directe, revenu à la conception du discours religieux musulman né avec l'avènement de l'islam dans toutes ses premières heures, qui fait qu'un espace voué à l'adoration de Dieu a aussi d'autres activités, a aussi d'autres vocations, a aussi d'autres horizons, et malheureusement avec le temps et avec ce que l'histoire est arrivée à faire, donc il y a eu un certain décalage de cette vocation du fait culturel. Là, ça revient, à mon sens, depuis l'époque andalouse. On n'a pas eu une représentativité religieuse de cette intensité. C'est ça, un travail fait par des hommes, et surtout qui sont à la tête, bien entendu, donc, de ces institutions, qui travaillent justement pour rayonner, faire rayonner l'islam avec ses véritables valeurs. Je peux vous l'assurer, madame, c'est le cas. On ne fait pas, ni vous ni moi, dans la surenchère, c'est vrai. Oui, on parle d'une vérité avec V majuscule, qui est là et qui promet à tout ce beau monde des horizons vraiment nouveaux et des activités aussi bien intellectuelles que même physiques, d'un ordre vraiment différent. Alors vous avez parlé donc de ce lieu qui est un haut lieu, bien sûr, donc de la culture islamique, mais aussi c'est un lieu touristique aujourd'hui. On y vient de par le monde pour venir y chercher la sagesse, le savoir aussi, puisqu'il y a beaucoup de conférences, des chercheurs qui viennent du monde entier et qui viennent travailler sur des thèmes toujours liés à l'islam, à l'histoire aussi. Oui, vous avez raison de soulever cette facette de la chose, parce qu'il faut que les gens sachent que ce que Jama' al-Jazair propose est vraiment nouveau. Non seulement ça, et aussi il les invite à investir les lieux. Venez voir de quoi il s'agit. Parce que dans la conscience de beaucoup de malheureusement, de nos concitoyens, n'ont qu'une idée vraiment réduite de ce qu'est Jama' al-Jazair. Pour eux, Jama' al-Jazair ne diffère en rien des autres mosquées d'Alger ou d'ailleurs. Alors que ce n'est pas le cas. Ce que propose le centre culturel, pour revenir à mes paramètres,
ce que proposent le centre culturel comme programme, comme rencontre, comme débat, comme moyen. Échange. Oui, on mise beaucoup sur cela. Le fait de l'échange, la culture de l'échange. Inviter l'autre, savoir l'écouter, le mettre à l'aise, l'inviter à s'étaler. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on doit débattre, aussi bien de l'ordre religieux, c'est conséquent avec la... Tout à fait. L'ordre religieux et l'actualité aussi qui foisonne aujourd'hui dans le monde entier. Ça tourne aussi autour de cela, des questions et aussi existentielles. Si vous permettez, madame, vous parliez il y a un moment du fait touristique. On n'en rougit pas, vous savez. Jam' al-Jazair, oui, est un lieu touristique et, s'il vous plaît, c'est la haute gamme. Oui. C'est la haute gamme parce que vraiment les lieux font appel à cette tendance. Les lieux invitent les gens à venir. Il y a des choses à voir, de très belles choses. Il y a des dispositions qui, je me répète, je me fais dans la redondance, des aspects qui n'existent pas ailleurs. Venez voir. Et puis vous aurez une idée assez proche de la réalité de Jam' al-Jazair qui se veut un porteur de messages. Tout à fait. Un porteur de messages. On a eu des étudiants qui sont venus, qui étaient dans l'architecture. On a eu des étudiants qui sont venus pour parler justement de leur participation à différentes activités culturelles. On a eu des artistes qui sont venus parler de leur participation en tant que céramistes. Il y a eu une très belle exposition de céramique. On a eu donc M. Semej Jama qui a fait des formidables photos sur Jam' al-Jazair. Et bien sûr, des débats autour donc, de certaines thématiques, bien sûr au centre culturel que vous dirigez, n'est-ce pas? Si vous permettez, إطلالة كما نقول بالعربية, un regard sur Jam' al-Jazair par un autre biais. C'est le biais des médias étrangers qui viennent vers nous. Ils viennent avec d'abord une certaine idée reçue. Une curiosité aussi. Oui, une curiosité qui a son lieu d'être et qui repartent avec une toute autre idée, bien sûr différente, parfois contrastant avec ce qu'ils avaient comme information au préalable. Et ils repartent, je vous l'assure et le garantis, parce que c'est généralement, en toute modestie, généralement, ce type de personnes et d'institutions, c'est votre interlocuteur du moment qui les reçoit et qui les accompagne. Ils viennent avec un ensemble je disais, d'idées reçues. Ils en repartent avec une autre façon de voir de ce qu'est pas uniquement la mosquée en islam, mais de ce qu'est l'islam en soi. C'est ça. Oui, de ce qu'est l'islam en soi et comment une instance physique, dans les apparences jolies et dans sa réalité très jolie, et qui véhicule un message de civisme, un message de savoir, un message de religiosité bien telle qu'elle a été installée par l'islam lui-même, la pratique même de la religion à l'intérieur de la mosquée est bien accompagnée et bien encadrée et bien guidée et bien dirigée de façon à ce qu'il n'y ait pas de débordement, par exemple, et à ce qu'il n'y ait pas de façade négative. Très négative, qu'on trouve ça et là, pas uniquement en Algérie, pas uniquement en Algérie, mais malheureusement à travers le monde musulman. On a eu à recevoir Euronews, qui était reparti sans voix. D'accord. Il y a aussi à Arte la chaîne franco-allemande qui était venue et qui a pratiquement tout visité et tout apprécié. Bien sûr, tout apprécié et tout relevé, les moindres détails. Ils étaient repartis, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de temps à monter le documentaire. Ils ont fait un travail, on les salue, vraiment, c'était très professionnel ce qu'ils ont fait et c'est à l'honneur de Jam' al-Jazair et de Jam' al-Jazair, je dirais, pour inclure toutes les autres instances, d'avoir su donner une telle façade et une telle image. Je préfère le mot façade parce que les gens misent trop sur le fait de l'image.
le pouvoir de l'image. Le pouvoir de l'image, les apparences aussi. Oui, c'est ça qui les attire. Oui. C'est des images qui les avaient appelées, étant venus ici, ils découvrent une autre facette de l'islam, je dirais, et pourquoi pas une autre Algérie. Voilà, c'est ça. Alors sinon, si on devait revenir à l'actualité donc de Ramadan, vous avez eu, je suppose, beaucoup de conférences que vous avez organisées. Oui, vous savez, c'est vrai qu'il y a des programmes, des rencontres, pas uniquement dans le centre culturel, même les autres instances, mais on doit relever qu'il y a une certaine dynamique qui va le long de l'année, pratiquement avec la même fréquence, le même rythme, donc parfois les programmes de Ramadan ne diffèrent qu'en qualité, c'est-à-dire qu'en fond. Ce qui doit être forcément en conséquence avec le mode du jeûne. Sinon, la fréquence est pratiquement la même. Et les gens qu'on reçoit, soit les demandeurs d'exploitation des lieux, soit nos programmes à nous, qui vont en intermittence avec en interférence avec les autres programmes, les autres activités des institutions qui viennent vers nous. De toutes les manières, dans tous les cas de figure, Jam al-Jazair ne chôme pas. Oui, c'est sûr, ça c'est clair. Alors, moi j'habite juste à côté et je vois le monde qui y passe quotidiennement, un monde terrible. On a tendance à être un peu sélectif dans le sens positif du terme. Parce que l'institution étant nouvelle, une nouvelle création, donc un nouveau mode de fonctionnement, parfois les gens qui nous sollicitent pour l'exploitation des lieux, de l'espace, on a du mal à faire le tri. Mais avec le temps, on a appris ça. Parce que c'est quand même des lieux à respecter. Et je parle en filigrane. Je suppose que vous avez compris ce que je veux dire. Tout à fait. Donc on a tendance à aller vers une certaine culture de tri, de façon à ce que les institutions, même les personnes qui sont à même de témoigner un certain respect à l'endroit, seulement ceux-là qui doivent investir les lieux. Voilà. Et bien entendu, ces activités vont, vous le disiez tout à l'heure, continuer, s'étaler tout au long de l'année selon votre programme, bien sûr, le programme établi, et bien sûr avoir des invités de l'extérieur aussi, de l'étranger, qui viennent pour des conférences, donner des conférences aussi ici à Jam al-Jazair. Oui, les gens doivent savoir que les étrangers ne sont pas interdits à investir les institutions de Jam al-Jazair. Chaque instance, selon sa vocation, ses centres d'intérêt, ses activités, sa philosophie, ses horizons, etc. Pour ce qui est du centre culturel, on reçoit beaucoup de gens de l'étranger, soit qui sont invités par nous, on organise un événement auquel sont invités des personnalités scientifiques ou culturelles du monde musulman, ou parfois même du monde non musulman. Ils y viennent, sous conditions bien sûr. Donc ils sont les bienvenus. Plus d'une fois, on a eu affaire à de très fortes personnalités scientifiques. Des chercheurs, oui. Et dont les thématiques ne sont pas forcément religieuses. Par exemple au centre culturel, on fait dans la culture et dans le culte. Et dans le culte qui est en conséquence avec la philosophie de Jam al-Jazair. Par exemple, les scientifiques, beaucoup de scientifiques viennent en Algérie, des cardiologues, des médecins de toute facture, de toute spécialité. Et ils viennent débattre de leur sujet. Bien sûr qu'on est impliqué dans ce qu'ils proposent, ce qu'ils font. Voilà, donc il n'y a jamais eu d'entrave que quiconque ayant une certaine positivité, ayant un programme à travailler, à étaler, à faire connaître, il est le bienvenu. Si vous permettez, madame, on invitera dans quelques jours,
3-4 jours, une association d'une teneur nationale qui a ses programmes de cet ordre et qui, cette fois, met à l'honneur une frange de la société algérienne fragile. Je n'ose pas les citer, les définir tels qu'ils sont, mais bon, c'est une frange de la société qui par leur destinée, qui ont eu à être un peu réduits, mais qui ont été mis à l'honneur cette fois, et dont le calibre et la dimension de l'événement est vraiment important. Je tiens à souligner ça, en hommage à eux d'abord, et ensuite en hommage à cette institution qui a eu cette gentillesse, je dirais. Cette association Oui, association. Je l'appelle institution. Ce n'est pas uniquement une association telle qu'on les rencontre ça et là. C'est une institution, une instance même d'une autre dimension qui fait bien dans l'humain et très professionnellement. Très bien. En plus de la touche. On sera curieux de travailler et de voir ces personnes. Je vous invite. Inch'Allah. C'est dans le Ramadan. Oui, le Ramadan, donc ça j'ai tenu à le citer pour leur rendre hommage et pour encourager les gens qui sont dans ce sillage à persévérer et à faire dans l'humain. C'est ça en plus l'image donc de l'islam, hein, ce sont les valeurs de l'islam plus précisément. Sinon, vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux, vous avez aussi des rendez-vous qu'on peut suivre sur les réseaux. La page de Jamal Jazair. Il y a une page officielle, c'est la page officielle, et où toutes les activités sont relevées et c'est instantané. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, les soirées sont aussi très animées puisqu'il y a aussi des visites nocturnes. Oui, il y a des visites nocturnes en plus donc de Tarawih. Si vous me permettez une petite explication. L'espace visitable de Jamal Jazair, pour parler professionnellement, l'espace touristique n'est pas vraiment ouvert au grand public. On attend des démarches administratives et des problèmes qui doivent être incessamment réglés. Et au-delà, les gens pourront investir les lieux de la plateforme jusqu'au dernier étage de... Une vue extraordinaire. Ah oui, comme vous n'avez jamais vu votre pays. J'imagine. En jour et en soirée. Voilà. Et en tout cas, il y a une distinction, si vous me permettez. Pardonnez-moi, je suis un peu trop bavard. Non. L'endroit que vous visitez en journée, et faites attention à ce que vous regardez. Remplissez-vous de la mystique des lieux. D'accord. Je vous assure que vous revenez en soirée. C'est autre chose. Totalement. Et radicalement. C'est peut-être l'effet optique qui fait ça, mais je pense qu'il y a autre chose. C'est plus fort, c'est spirituel. C'est spirituel. Entre la lumière donc, des étoiles, entre les lumières aussi de la lune aussi, qui éclaire. C'est le mot, le fait spirituel. Tout à fait. Qui a son emprise sur l'espace comme il a son emprise sur le temps. Voilà, exactement. En tout cas, vous êtes un formidable ambassadeur donc, de cette institution, Jamal Jazair. Vous représentez bien donc l'homme de foi qui rappelle aussi, encore une fois, l'importance donc des lieux avec cette spiritualité. Voilà, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on a été ravis de vous recevoir comme à chaque fois, Monsieur Yassine Ben Abid. Merci. On vous souhaite Sahar Ramadak encore une fois. J'imagine Yamat al-Eid aussi, Laylat al-Qadr aussi, il y aura une activité particulière? Oui, c'est au quotidien. C'est au quotidien. Et encore une fois, ce n'est pas de la surenchère. C'est vrai, on dit vrai. Venez voir et vous allez de vous-même déduire ce que je dis, la véracité de mes propos. Vous arrivez à avoir le nombre de personnes par jour, surtout fait Ramadan? Oui, honnêtement. Honnêtement, l'espace étant... La prière du vendredi aussi? Pas uniquement le vendredi. Je voulais dire que l'espace étant important, très important, ce serait de la présomption de prétendre qu'on arrive à remplir un espace fait pour accueillir 37 000 personnes.
Oui. C'est difficile quand même. Ça, c'est l'intérieur de l'espace du culte. Quand on compte l'espace du dehors, aussi dédié pour la prière, quand le nombre est important. C'est un espace fait pour accueillir 120 000 personnes. Exactement. Et c'est de la présomption de prétendre que cet espace est remplissable à chaque fois. Mais quand même, les gens viennent. Voilà. Les gens viennent et pour beaucoup d'entre eux, très heureux. Très heureux et impliqués dans une attitude une fierté, spirituelle. Surtout. Je mise, si vous permettez, trop sur l'état spirituel qui fait que c'est des gens du bout du monde, du bout de l'Algérie, viennent et préfèrent faire leur prière à Jam al-Jazair alors qu'ils ont leur mosquée à 2 pas. Ouais. Donc, eh ben, merci beaucoup. En tout cas, encore une fois, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, M. Ben Abid. À très bientôt, Inch'Allah. Restez avec nous. Ensuite, on va tout de suite se retrouver juste après apprécier donc, ces images d'Alger avec bien sûr notre dernier invité. Voilà, et puis on va parler santé à présent. Je vous l'ai annoncé en sommaire. Nous allons parler bien sûr de cette semaine dédiée au glaucome, cette pathologie qui est une pathologie silencieuse. On va en parler avec notre invité, docteur Siham Lazrek. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci de me recevoir. Vous êtes donc président de la Société algérienne du glaucome. Vous avez ce ruban vert qui symbolise cette appartenance, c'est ça? Vous êtes plusieurs médecins, ophtalmologues à travailler sur bien sûr la pathologie du glaucome, mais pas que, toutes les pathologies liées à la vision, n'est-ce pas? En fait, oui, la Société algérienne du glaucome, c'est une association médicale de médecins. Nous sommes, elle est constituée d'un bureau de 13 personnes. Oui. Nous sommes tous médecins, ophtalmologistes, spécialisés, amoureux de la pathologie du glaucome. Et le ruban dont vous parlez, que vous voyez ici, c'est le symbole de la Semaine mondiale du glaucome. Cette année, le vert est à l'honneur. Donc, voilà. merci de porter du vert aujourd'hui. Je ne l'avais pas fait exprès, comme par hasard, je suis en vert ce matin. Très belle coïncidence. Et donc, voilà, vous êtes là pour nous parler bien sûr de cette semaine de prévention où vous allez rappeler encore une fois cette pathologie qui est une maladie sournoise et silencieuse surtout. En effet, à l'occasion de cette semaine mondiale du glaucome, la Société algérienne du glaucome a décidé on s'est dit qu'on allait dédier toute la semaine à la prévention et surtout au dépistage et aussi à expliquer aux gens que c'est une maladie silencieuse, sournoise, qu'on appelle le voleur silencieux de la vue. Donc, toute la semaine sera dédiée à l'explication et au dépistage de cette pathologie. Et ce qui fait peur, c'est que comme c'est une maladie silencieuse, donc on ne connaît pas les symptômes, on n'arrive pas à déceler cette pathologie, déceler la dangerosité, et malheureusement, on arrive à la cécité si on ne soigne pas.
D'où l'importance du dépistage. C'est ça. Donc, comme c'est une maladie qui n'a pas de symptômes, on appelle ça une pathologie asymptomatique. Donc, le mieux, c'est de consulter, de voir le médecin avant qu'il y ait des symptômes. Parce qu'à partir du moment où vous ressentez un symptôme, cela veut dire que c'est trop tard. D'accord. Alors, on a tendance à croire que ce glaucome touche beaucoup plus les personnes âgées. Est-ce que c'est vrai ou faux? Malheureusement, non. En fait, le glaucome se définit par une neuropathie optique. C'est une maladie du nerf optique qui se manifeste, entre autres, par une augmentation de la tension de l'œil. C'est ce qu'on appelle communément l'hypertension de l'œil, l'hypertonie oculaire. C'est ça. Et donc, c'est une maladie sournoise, asymptomatique, comme on l'a dit, mais qui ne touche pas seulement le vieux. A fortiori, vous savez que c'est une maladie qui doit se dépister à partir de l'âge de 40 ans. Donc, à 40 ans, on ne peut pas parler de vieillesse. Non. Donc, c'est le risque, le facteur de risque, le premier facteur de risque, c'est l'âge. Donc, le dépistage devrait commencer à l'âge de 40 ans. Et il y a aussi malheureusement des glaucomes de l'enfant et des glaucomes congénitaux. Donc le glaucome, c'est une maladie qui englobe plusieurs pathologies. Très bien. Donc, ce qui est bon, c'est justement de sensibiliser autour de cela. Donc, vous avez au niveau de la Grande Poste, déjà, vous avez installé des médecins qui vont justement faire des dépistages, qui vont informer. Oui, nous avons, avec l'aide en fait, il y a une association des patients glaucomateux qui est en train de se constituer, ce qui est une bonne chose pour justement expliquer la pathologie et la collaboration de la Société algérienne du glaucome. Donc, nous avons dédié toute la semaine à la Grande Poste et pas que, pour faire le dépistage dans certains CHU et aussi à Oran. Cela va se faire pendant le week-end dans un centre commercial. Donc, il y aura deux journées de dépistage et de sensibilisation. Il y aura aussi toute la semaine porte ouverte de sensibilisation au niveau des CHU. À Alger, ce sera le CHU Parnay, Blida, Inaba, Tizi Ouzou, Oran. Très bien. Ça, c'est pour ce qui est donc de la sensibilisation. Il y aura aussi des formations, vous me disiez. Voilà. Et nous avons organisé hier soir une soirée de formation médicale continue sur les pathologies du glaucome. C'était toujours la Société algérienne du glaucome. Nous avons invité une centaine de médecins d'Alger et des environs et on a discuté de cette pathologie, des traitements modernes et des modalités de diagnostic modernes. Des journées sont aussi organisées dans l'Oranie, à l'Est et sur tout le territoire national. D'accord. Alors, si on devait parler un petit peu donc de cette pathologie qui est une pathologie silencieuse, encore une fois on le rappelle, est-ce que ça touche les personnes âgées ou pas? Ça peut toucher les jeunes, vous l'avez dit. Est-ce que justement c'est une pathologie héréditaire? Alors, l'un des premiers facteurs de risque, je vous ai dit, c'est l'âge, donc au-delà de 40 ans. Le deuxième facteur de risque, pour moi même c'est le premier, c'est les antécédents familiaux de glaucome. Donc c'est une maladie qui peut être familiale. Donc si vous avez un parent qui a le glaucome, il faut aller se faire dépister même avant 40 ans. D'accord. Donc c'est un gros facteur de risque. Le deuxième facteur de risque, c'est le diabète. Les diabétiques font beaucoup plus de glaucome que les gens non diabétiques et aussi la myopie. Sachant qu'en Algérie, nous avons des zones endémiques de myopie, donc ces gens-là doivent se faire dépister beaucoup plus tôt que la population saine, entre guillemets. Il y a des zones qui sont beaucoup plus touchées, par exemple? Oui, par exemple, dans la région de Gardaïa, nous comptons beaucoup plus de myopes que dans d'autres. Il y a des enclaves. J'allais vous dire que justement, on en avait entendu parler les gens du Sud étaient plus sensibles au glaucome aussi. Oui. Oui. C'est dû à la pigmentation. En fait, plus on est pigmenté, plus aussi on a parce que le glaucome, c'est pas une maladie, c'est des maladies. Donc, je vous ai dit, il y a le glaucome congénital, il y a des enfants qui naissent glaucomateux. Et il y a le glaucome juvénile, c'est le glaucome de l'enfant et de l'adolescent. Puis, il y a le glaucome, alors dans les glaucomes, il y a les glaucomes à angle ouvert, nous n'allons pas rentrer dans les détails. Il y a les glaucomes à angle fermé qui sont l'apanage des hypermétropes, donc des gens qui ne voient pas bien aussi, qui portent des lunettes. Et aussi, il y a les glaucomes pigmentaires, et ça, c'est pour les personnes pigmentées. Donc, il y a un petit gradient nord-sud. Alors, la tension de l'œil, là, on a tendance à croire que c'est pareil qu'une tension artérielle. Est-ce que c'est différent ou pas?
c'est complètement différent. C'est différent médicalement, mais dans le concept, c'est la même chose. Médicalement, cela n'a rien à voir. Si vous êtes hypertendu, c'est-à-dire l'hypertension en cardiaque, cardiologique, ce n'est pas du tout la même chose. Ça n'a pas de relation avec l'œil. Bien que ça soit un petit facteur de risque, mais ce n'est pas une relation. Ce n'est pas parce que vous êtes hypertendu que vous allez faire un glaucome. Donc, ce n'est pas la même chose. Par contre, la similitude, elle est dans la chronicité. D'accord. Et j'y tiens beaucoup. Si aujourd'hui nous devons sortir avec un seul message de cette émission, c'est d'insister sur le fait que le glaucome soit une maladie chronique. Voilà. C'est une maladie qui ne guérit pas. C'est comme le diabète, comme l'hypertension, comme toutes les maladies chroniques. Il faut suivre. Il faut absolument suivre parce qu'on peut perdre la vue. C'est cela. Exactement. Donc c'est une maladie qui est là. Si elle n'est pas diagnostiquée à temps, si elle n'est pas traitée à temps, elle peut conduire à la destruction du nerf optique et à la cécité. D'accord. Et surtout qu'au début, elle est tellement sournoise parce que la destruction du nerf optique commence au niveau de la périphérie. Donc personne ne se rend compte de sa vision périphérique et c'est quand ça devient central que le patient consulte et à ce moment-là, c'est trop tard. Oui. Est-ce que c'est lié à certains métiers aussi? Est-ce que... Pas forcément. Non, pas forcément. Non. Les écrans, aujourd'hui, on utilise énormément d'écrans. Tout le monde est addict pratiquement à son téléphone. Est-ce que cela, ça ne va pas engendrer aussi pour le glaucome, ça engendre d'autres maladies, mais fort heureusement pas le glaucome. D'accord, tant mieux. Ça, c'est justement pour rappeler un petit peu comment s'inquiéter sur la santé de ses yeux, la santé de la vision aussi aujourd'hui du patient. Oui, en fait... si on doit prendre la maladie, on pourrait la prendre sous 3 volets. Le premier volet, c'est le diagnostic précoce. D'accord. Plus le diagnostic est précoce, plus on a des chances pas de guérir, mais de ne pas faire de complications. C'est-à-dire un glaucome, quand il est traité au début, le patient n'est jamais aveugle. Jamais. Parce que la réponse au traitement, elle est excellente. Donc le diagnostic précoce est un garant de, disons, pas de guérison, mais de bon pronostic. Le deuxième volet, c'est quand on commence le traitement, il faut savoir que c'est une maladie chronique, donc il ne faut pas arrêter le traitement, parce qu'il arrive aux patients, ils vont chez le médecin, ils ont une prescription de 3 mois, parce que c'est les lois, parce qu'il y a un remboursement, et à partir de 3 mois, ils se disent, voilà, de toute façon, je n'ai pas de symptômes, donc ils arrêtent le traitement. Et c'est à ce moment-là que commencent les problèmes. Donc le traitement, c'est comme l'hypertension, comme le diabète, comme toutes les maladies chroniques. Quand on le commence, c'est à vie, sauf si c'est l'ophtalmologiste qui l'arrête pour une raison quelconque. D'accord. Mais c'est à vie. Le troisième volet, c'est la tolérance au traitement. Donc le traitement, parfois, il n'est pas bien toléré parce qu'il y a du conservateur dans les collyres. Et à ce moment-là, il faut toujours consulter le médecin. Ne pas arrêter le traitement et se dire, voilà, mon traitement me brûle, il me rend les yeux, il me fait larmoyer, mes yeux sont rouges, donc je vais l'arrêter. Non, il y a un problème, donc il faut aller chez le médecin. Et le médecin a toujours une solution. Donc si le traitement ne fonctionne pas ou il est mal toléré, on peut switcher vers un traitement non conservé. Si malgré cela le traitement ne fonctionne pas ou il y a d'autres problèmes, à ce moment-là on passe au laser. Si le laser ne fonctionne pas, on passe à la chirurgie. Donc il y a différentes, il y a crescendo, nous avons des traitements et il y a des modalités de traitement, des protocoles thérapeutiques qui sont suivis et fait dans le monde entier. Et très efficace surtout. Donc il ne faut pas avoir peur et se dire c'est une fatalité, j'ai le glaucome, je vais devenir aveugle. Non. C'est une maladie chronique, il faut bien sûr respecter son traitement pour ne pas arriver à la cécité. Il y a un autre volet qui est un petit peu particulier aux patients et surtout c'est le remboursement. En fait, en Algérie, la maladie n'est pas encore reconnue, le glaucome n'est pas encore reconnu comme maladie chronique. Et donc pour la Société algérienne du glaucome, nous souhaiterions que les autorités nous écoutent et que cette maladie soit reconnue comme maladie chronique. Cela va changer le pronostic de la pathologie pour nos patients algériens. Parce que le traitement coûte de l'argent et les patients souvent, s'ils ne peuvent pas se payer le traitement, ils arrêtent. Les explorations, parce qu'il n'y a pas... Pour faire le diagnostic, il faut aller chez l'ophtalmologue, donc payer une consultation. La consultation va comporter la prise du tonus oculaire régulière, regarder le nerf optique, donc il faudra examiner le fond de l'œil, mais aussi faire des examens complémentaires et les deux, le b.a.-ba, c'est le champ visuel et l'OCT. C'est coûteux.
C'est coûteux. De toute façon, cela coûte de l'argent, c'est normal. Et donc, si la maladie est reconnue comme chronique, les modalités de remboursement vont changer et cela va complètement changer la phase du glaucome en Algérie. Voilà, il faudra en parler, bien sûr, avec les intervenants. C'est pour aussi. cela que nous sommes là aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que le fait d'avoir quelquefois les yeux rouges ou éclatement de vaisseau, ça peut aussi effrayer et dire peut-être c'est un... Puisque vous disiez qu'il n'y a pas de symptômes, est-ce que c'est aussi... C'est pas forcément... Souvent, ça peut alerter. Écoutez, dans 90% des cas, disons pour être gentil, il n'y a pas de symptômes. Dans certains cas, les patients ils parlent de maux de tête, de douleurs oculaires, de sensations de tension, peut-être de rougeur. Mais ce n'est pas très spécifique de la maladie, parce que d'autres pathologies peuvent donner les mêmes symptômes. Mais ce qu'il faut dire, il faut consulter. D'accord. Avec ou sans déjà, avec symptômes, c'est sûr. Avec un antécédent familial, c'est sûr, à partir de 40 ans, même avant. Mais pour le commun des mortels, même si vous n'avez aucun symptôme, aucun antécédent, à partir de 40 ans, allez voir un ophtalmologiste, ne serait-ce qu'une fois tous les 2 ans. Pour changer ses lunettes, par exemple. De toute façon, à 40 ans, les problèmes commencent. Nous avons la presbytie. Donc, on est obligé de voir un médecin. Tant qu'à faire, faites la consultation pour vous Tout à fait. Parler de la sécheresse aussi oculaire. Ah oui. Là, encore une fois, c'était un autre chapitre. C'est un chapitre, oui, qui me tient à cœur, vu que, comme vous voyez, là, j'ai le ruban du glaucome et j'ai le pin de la société Dry Eye and Ocular Surface Society. C'est la société que je préside, qui est la société de la sécheresse oculaire et de la surface oculaire, qui comprend toute l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie. D'accord. Donc, c'est un autre sujet qui est aussi d'actualité. Tout à fait, d'actualité. Et ce qui était d'actualité, c'était la Journée internationale des droits des femmes, donc célébrée dans le monde entier, en particulier en Algérie. Ça, c'est pour vous rendre hommage aujourd'hui aussi, puisque vous représentez très bien la femme active, la femme donc médecin, qui sillonnait le monde entier pour justement travailler dans la recherche aussi, puisque vous faites régulièrement des rencontres, des colloques. Oui, minimum 2 fois par mois, mondialement, dans tous les pays du monde, en Asie, en Afrique, en Amérique. Et c'est la beauté de notre métier, ce n'est pas statique. Ça change et la science évolue et tous les jours nous avons des nouveautés. C'est très beau. C'est un très beau métier. Bravo pour tout ce que vous faites. Vous soignez nos yeux, donc marhaba, en tout cas, on était ravis de vous recevoir. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Merci de me recevoir et n'oubliez pas d'aller vous faire dépister. Donc, au niveau de la Grande Poste, ils y seront jusqu'à la fin de la semaine, mais c'est juste pour la sensibilisation. Le dépistage, c'est au niveau des hôpitaux. Si vous ne pouvez pas aller dans les hôpitaux, allez voir votre ophtalmologue que vous connaissez le plus proche. Merci beaucoup. Je rappelle, Madame Siham Lazrak, vous êtes présidente de la Société algérienne du glaucome. À très bientôt. Sahar Mdanek. Merci. Si on ne se voit pas. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, on continue l'émission. Juste avant de se quitter, juste donner une information, les informations de notre communauté établie à l'étranger, avec bien sûr ce iftar organisé au niveau de Montpellier pour les étudiants donc de Montpellier. Une très belle rencontre de partage, de solidarité, d'entraide. C'est ça l'occasion donc de partager un iftar avec bien sûr la communauté algérienne. En tout cas, bravo à bien sûr tous les organisateurs donc, de Montpellier. Voilà, c'est avec cette belle initiative qu'on se quitte. On est arrivé à la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe de nous avoir accompagnés. Excellente journée à vous tous. Sahar Mdankoum. Et puis on se retrouvera bien sûr dès la semaine prochaine. On continuera bien sûr à travers Canal Algérie avec les stations régionales dès demain, après-demain et jeudi. Bien sûr, ensuite, le week-end, on retrouvera Noul Houda Bouzekao. Merci beaucoup à vous tous. Et bien sûr, on continue avec l'instant matin juste après. Bonjour l'Algérie. Au revoir. مالك سهران على النجوم وحداني يا مدرشي سبب ضرك الخصام يا مدرشي سبب ضرك الخصام وإلا حب في قلبك دخلاني